Bonjour à tous, cette vidéo traite de notre travail réalisé dans le cadre du cours LICAR 2402 sur la modélisation d'une tour de 50 mètres et ensuite de 500 mètres. Nous commencerons par vous expliquer comment nous avons paramétrisé notre tour dans Grasshopper, puis comment nous sommes passés dans Caramba afin de paramétriser celle-ci. Nous avons voulu faire une tour dont la géométrie était modifiable, autant le noyau que la base extérieure. Cela dit, nous avons souhaité garder un rapport entre les deux et avons mis un coefficient de proportionnalité entre ceux-ci. Nous sommes donc partis de deux cercles avec leur rapport proportionné que l'on pouvait augmenter ou diminuer en termes de taille et de division. Nous avons donc divisé ces cercles que l'on allait ensuite raccorder par des poutres que l'on a appelées poutres périphériques. Bien que nous pouvions choisir le rapport entre les choses, nous avons choisi un rapport de 2,3 entre le noyau et l'extérieur, et nous avons choisi d'appliquer un rayon de 10 mètres pour le noyau. Ce qui nous donne à peu près une tour dont le diamètre fait 50 mètres. Le cercle périphérique qui constituait le début de notre construction était adaptable en termes de taille. Nous avons ensuite appliqué une division sur celui-ci qui permettait de constituer le nombre de faces de la tour, allant de minimum 3 à un maximum qui n'était pas déterminé mais qu'on a choisi de placer à 16. Comme nous avons décidé de travailler avec un noyau central et des colonnes périphériques reprenant les efforts, nous avons connecté les points extérieurs avec les points intérieurs afin de créer les poutres que nous avons appelées poutres étoiles. De la même manière que les colonnes augmentent en fonction du nombre de faces, les poutres étoiles sont elles aussi augmentées par l'augmentation des façades. Comme dit précédemment, nous avons choisi de travailler avec 16 faces pour la tour de 500 mètres. Et donc 16 poutres étoiles de connexion entre le noyau et les colonnes périphériques. Nous avons travaillé avec des séries afin de déterminer la hauteur sous plafond des étages et le nombre d'étages, ce qui nous a permis de jouer avec notre géométrie en termes non seulement de taille, de nombre de colonnes périphériques et de colonnes de noyau, mais aussi de taille des étages sous plafond et du nombre d'étages. Ce qui permet éventuellement, pour atteindre une tour de 500 mètres, de jouer avec la taille des étages et donc de faire varier la hauteur sous plafond afin d'obtenir à la fin une tour de 500 mètres avec différents paramètres. Nous avons choisi de travailler avec une hauteur de 4 mètres sous plafond afin d'obtenir 125 étages pour atteindre les 500 mètres. Les colonnes sont de simples lignes reliant le point inférieur au point supérieur correspondant, que ce soit pour le noyau ou pour les colonnes périphériques. Elles sont bien entendu répétées sur l'entièreté de la hauteur. L'ensemble des colonnes faites sur un niveau, ainsi que les poutres périphériques, les poutres intérieures et les poutres étoiles, se retrouvent sur tous les niveaux. Pour ce qui est du contreventement, nous avons travaillé avec des séries également, afin de pouvoir faire varier le contreventement sur un étage ou 2 étages. C'est un contreventement qui se fait en Z. Ce contreventement en Z se fait sur 2 étages. Il est présent dans le noyau ainsi que sur la périphérie. Pour le contreventement, nous avons joué avec les séries que nous avons connectées à la hauteur sous plafond et au nombre d'étages afin de pouvoir se permettre de mettre un étage sur 2 du contreventement extérieur. Nous avons choisi de laisser du contreventement sur toute la hauteur de la tour, peu importe sa dimension, qu'elle soit à 50 ou à 500 mètres, le contreventement intérieur est constant. Par contre, pour le contreventement extérieur, on peut envisager d'alterner celui-ci un étage sur 2 ou éventuellement 2 étages sur 4 et ainsi de suite. Nous avions tenté précédemment, par exemple, de mettre du contreventement un étage sur 8, ce qui n'a pas été effectuant pour la réalisation de la tour de 500 mètres. Nous sommes donc retournés à un contreventement à tous les étages, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On peut ici apercevoir l'effet du contreventement sur l'allure de la tour. Comme le contreventement est identique à l'intérieur et à l'extérieur, nous avons cet effet de Z. Puisque le noyau est plus petit que l'extérieur, nous avons bien entendu une densité plus importante dans le noyau. Nous avons cependant veillé à ce que le noyau soit toujours habitable, le parti architectural étant qu'on pouvait habiter soit à l'intérieur du noyau et à l'extérieur du noyau, soit uniquement à l'extérieur du noyau avec la possibilité d'accès par exemple par le noyau. Nous allons à présent passer à la partie Caramba 3D.
Pour commencer, nous avons passé l'ensemble des éléments dans le module Line to Beam, soit les colonnes intérieures du noyau, les colonnes périphériques, les poutres du noyau, les poutres périphériques et les poutres étoiles, ainsi que le contrevendement intérieur et extérieur. Nous n'avons malheureusement pas travaillé sur les joints de l'ensemble de la structure, mais sommes conscientes que l'introduction de nœuds non encastrés par défaut dans la structure en augmenterait sa qualité. Pour les chargements, nous avons distingué deux combinaisons. La première, poids propre, vent et charge d'exploitation, et la deuxième, vent et poids propre, auxquels nous avons à chaque fois appliqué les coefficients adéquats. Nous avons travaillé avec des chargements appliqués en tête et en pied de colonne sur chaque étage. Les charges de vent et d'exploitation sont donc divisées en deux par étage, par colonne, et reliées au nombre de faces et à la surface totale d'utilisation, soit la géométrie initiale. Les charges d'exploitation sont appliquées aux deux extrémités des poutres étoiles. En fonction des données recherchées, nous pouvons choisir de brancher la première ou la deuxième combinaison de charges. Au niveau des supports, nous avons encastré les colonnes du noyau et travaillé avec des colonnes bloquées en translation et libres en rotation pour les colonnes périphériques. En ce qui concerne les sections des éléments, nous avons travaillé avec le catalogue disponible, avec des sections en acier pour l'ensemble, mais variant significativement en fonction de l'élément concerné. Les sections des colonnes sont les plus importantes. Nous passons à présent aux résultats de nos analyses. Ceux-ci sont calculés pour les données suivantes. Une hauteur de 500 mètres, soit 125 étages avec 4 mètres sous plafond, 16 faces, ainsi qu'un noyau d'un rayon de 10 mètres et un rapport de 2,3 entre le noyau et l'enveloppe. Les premières données sont les contraintes normales. Celles-ci s'élèvent à 18,2 newtons par millimètre carré dans les pieds de colonne en compression. Nous sommes donc bien en dessous de la valeur maximale autorisée. En ce qui concerne le déplacement à la tête de la tour, nous obtenons une valeur de 4,18, soit 41,8 cm. À mesure que l'on augmente le nombre de faces, le déplacement diminue significativement. A l'inverse, lorsque le nombre de faces diminue, le nombre de colonnes diminue également, ce qui provoque un déplacement beaucoup plus important. L'utilisation en compression est de 39,7%, encore une fois en pied de colonne, pour ces sections. Finalement, avec ces sections, nous obtenons un bilan carbone de 52 424 équivalents tonnes de CO2. Ce nombre varie lui aussi avec le nombre de faces, puisque celui-ci augmente avec la quantité de matière. Ces données nous montrent qu'il est possible d'augmenter l'efficacité de la structure, puisque l'on est bien en dessous des valeurs normatives pour plusieurs résultats. Le résultat si obtenu est le fruit d'aller-retour sur le choix des sections, le nombre de faces et le rapport entre le noyau et l'enveloppe. Nous avons tenté de se faire se rencontrer une aspiration architecturale et une aspiration paramétrique.